Bonsoir, le jury du prix Julien Berlanger est heureux de vous accueillir ce soir pour sa 11e édition. Cela dit, si vous nous voyez habillés marrant là ce soir, c'est pas parce qu'on a perdu un pari ou parce qu'on essaye de faire concurrence aux types qui se baladent avec des épées à deux mains, en casque ou en battle dress. C'est pour rendre hommage à notre ancien président, Roland Wagner, qui nous a quittés lâchement afin de se livrer aux joies perverses de la littérature de science-fiction et qui, au bout de son honteux lâchage, a pondu 800 pages de chefs-d'œuvre qui, à mon avis, couronnent sa carrière. Alors voilà, c'est le type caché sous le blouson là-bas. Voilà. Et cet être infâme, donc, a pondu 800 pages que nous aurions été heureux de couronner. Mais la déontologie nous l'a interdit, c'est pourquoi nous avons décidé de rendre hommage à Roland en prenant le costume de ses héros. Nous sommes donc plus ou moins déguisés en vautriens, et ça c'est la version suisse. Voilà. Voilà, voilà. Lève-toi, oui, c'est bien, tourne-toi qu'on te voit bien. Voilà, il est beau, hein. On est content de nous l'oreille, assieds-toi. Aussi, cette année, nous avons eu de la chance et 5 autres romans ont retenu notre attention. Et nous avons nominé, enfin, voilà, Anne Fakhouri pour Narcogénèse aux éditions La Calandre, qui, le snob, pourra être interviewé et prendre soin de sa gloire internationale. Ah non, elle est là. Ah non, elle est là. Finalement, sa gloire internationale, c'est pour dans 5 minutes, donc applaudissez bien fort Anne Fakhouri pour Narcogénèse. Raphaël Granier de Cassagnac pour Eternity Incorporated aux éditions de Nemos, qui se lève, le voilà, applaudissez-le bien fort. Eric Holstein pour D'or et d'émeraude, une uchronie. Justine Niogret pour Mordre le bouclier, elle a de ses dents. Je les ai tous dit, j'ai oublié personne. Non, hein. Et Yos pour Planète Allouée aux éditions de Nemos. Il va falloir applaudir. Il est à toi. Donc il faut qu'il vous entende. Donc nous allons faire une petite présentation de chacun de nos nominés et je cède donc la parole à Cathy Martin pour Eric Holstein, D'or et d'émeraude. Non, on ne t'entend pas là. Tiens, on va m'entendre, tiens. C'est bon. On m'entendra pas là. Eric Holstein déteste le comics en MS. Ça doit être pour ça qu'il ne m'a pas répondu quand je lui ai envoyé un courriel pour le féliciter pour son premier roman, Petits arrangements avec l'éternité. Parce que je suppose que j'avais dû utiliser cette typo. À part ça, Eric Holstein vient du monde de la radio et du rock. Il continue à œuvrer chez ActuSF, mais uniquement sur la partie édition pour la direction artistique. Je me trompe pas. Alors, il y a abandonné la partie critique, la jugeant devenue incestueuse parce que monsieur, après avoir manié l'écriture d'une façon qu'il qualifie de mercenaire, il s'est mis à la fiction et ses nouvelles ont été publiées entre autres dans Bifrost, Solaris et l'Anto de Serge Lehmann, Retour sur l'horizon. Son premier roman, donc, Petits arrangements avec l'éternité, nous plongeait dans les aventures rocambolesques de vampires gouailleurs dans le Paris interlope, roman parfaitement jubilatoire. Alors, il y a un changement de ton et de cadre avec D'or et d'émeraude, toujours chez Nemos, que nous avons sélectionné cette année. C'est une uchronie colombienne en 3 parties, merveilleusement équilibrée et qui se renvoient habilement les unes aux autres. C'était une façon pour Eric Holstein de rendre, d'après lui, à la Colombie un peu de ce qu'elle lui a donné, puisqu'il y a fait 2 séjours pour adopter ses enfants.
Colombie lui a fait 2 enfants. Voilà, la Colombie lui a fait 2 enfants. Je vous lis la petite phrase qui est en exergue en 4e de couverture. Une légende raconte que le bâton d'or de Bochica a été perdu. Il ne pourra être retrouvé que par celui qui aura pardonné aux envahisseurs. Alors seulement, le royaume des Muiscas pourra renaître. Et puis je vais vous lire un petit passage de 300 pages. Alors, on parle ici de Sugvensa, le héros national à l'origine du volet uchronique du roman. Sugvensa y révèle les détails de son enfance. Il était gatavitain, non? Il a suivi l'initiation traditionnelle des caciques, enfermé pendant 9 ans dans une hutte. Affabulation pour classe maternelle. On ne sait rien de lui avant sa victoire sur Quesada. Au final, ce n'a rien de très étonnant, puisqu'à l'époque, la culture muisca était exclusivement de tradition orale. Il semblerait être venu de nulle part, se réclamant de Bochica, et il arrache le pouvoir au cacique de la savane. Plusieurs thèses ont été avancées, mais aucune n'est vraiment concluante. On l'a dit, originaire de Somondoko, puisque le cacique du lieu a été le premier à se rallier à lui. Certains prétendent qu'il n'était pas muisca, peut-être Colima, ou qu'il venait de la vallée de la Neiva, auquel cas il aurait été Pijao, mais il n'y a aucune preuve tangible venant étayer l'une ou l'autre de ces théories. Et les réponses sont là-dedans, reprend Mukansika en désignant le codex qu'il a reposé sur le bureau. Oh que oui. On applaudit bien fort, s'il vous plaît. C'est au tour de... Ne bouge pas. Non. Non plus. Je fais ça très très mal. C'est au tour d'Alpha Khoury, qui est sans doute le fruit secret des amours de Guenièvre avec les Whiscarols, et qui s'est fait connaître avec un merveilleux diptyque, Le clairvoyage et la brume des jours, écrit pour la jeunesse, mais qui restera sans doute un des grands classiques du merveilleux fantastique français. Avec Narcogénèse, Alpha Khoury s'occupe enfin des adultes. Il faut pas que tu me regardes, je veux pas. S'occupe enfin des adultes, écrivant un thriller haletant qui lorgne du côté des Dames de la Côte et de Stephen King. Je ne suis pas très originale avec moi-même là. Je vais vous lire un passage, un de mes passages préférés. Adrienne lâcha le rideau de velours pour masquer les litres d'eau que l'automne livrait à la terre en sommeil. Des larmes pleuraient bien aussi vite en ce mois de novembre 1917. Dans l'Est, l'horreur déchirait chaque jour des ventres, répandant des entrailles dans les tranchées. Dans la confortable maison du chai, il y aurait encore des cris et des pleurs. La vie déchirerait un bas-ventre. La vieille Adrienne Demeure détestait les naissances. Elle avait souffert le martyre durant tous ses accouchements, les 4, et sans aucune sanctification. Plût à Dieu, au diable, à qui voudrait, qu'elle fût depuis longtemps incapable de concevoir des enfants. Le dernier lui avait emporté le ventre, sans doute. Cette stérilité soudaine lui avait permis de respirer, cloîtré nuit après nuit dans sa chambre. Plus d'hommes, plus de devoir conjugal. Fini la crainte, mois après mois, de porter un enfant, de le sentir brouiller dans son ventre, de s'ouvrir en deux pour mettre au monde un être qui mourrait à la naissance, ou pire, quelques jours après. Disparu ce manque, ces enfants morts, qui l'empêchaient de penser à ce qui était important. Agrandir, faire fructifier, prospérer. Je livre la parole à Cathy Martin pour Justine Niogré. Alors, Justine Niogré a la trentaine et déteste qu'on lui finisse son fromage dans le frigo. Son vrai kiff dans la vie, dit-elle, c'est tirer à l'arbalète, alors faites gaffe.
À part ça, la demoiselle a frappé fort l'an dernier avec son premier roman d'une fantaisie hors norme, Chien du Haume chez Nemos, qui a décroché le Grand Prix de l'Imaginaire et le Prix Imaginal. Elle remet ça cette année avec Mordre le bouclier, un prolongement du précédent qui nous file encore une bonne claque tant son récit est puissant, son style à la fois d'un réalisme tranchant et d'une poésie qui sert la dimension psychologique de quête de sens et d'identité. Alors n'oubliez surtout pas de déguster ces lexiques tordants en fin de volume, ça fait retomber un peu la pression, il y en a besoin. Et Justine Niogré nous prépare, paraît-il, un post-ap, je crois qu'on va aimer aussi. Ah oui, un petit passage, Autant pour moi. Non mais on filme hein, quand on est vautrien, donc on oui, oublie la ça. moquette et tout. Alors, c'est vrai que les petites phrases en exergue en quatrième, elles sont déjà parlantes. Alors, on ne peut pas se battre pour la fin du monde sans payer sa propre apocalypse. Et puis... Mais maintenant, chien pensait à son nom, de fait, à celui qu'elle avait cherché depuis toujours et qu'elle avait ensuite choisi de perdre. À cette petite fille tombée d'une charrette avec la face recouverte de sang, à cette femme aux doigts rongés et à sa griffe de dogue. Elles deux aussi se saccageaient, poussées par la peur et la haine, la peur de la pucelette jeune fille et la haine de la guerrière. C'est court, mais c'est percutant. Alors, je ne connaissais pas Raphaël de Granier de Cassagnac jusqu'à ce que ce livre m'arrive dans un joli petit paquet. Et il m'a complètement séduite tout de suite. J'adore la science-fiction, j'adore les histoires de ville close, son nez. Du coup, je l'ai découvert juste comme ça, et puis par un mail qu'il m'a envoyé juste avant les Utopiales. Donc nous devons nous voir, Raphaël, nous boirons le pot. Mais en attendant, j'apprends que tu es né en 1973, que tu es chercheur en physique des particules. Mon Dieu, et que tu as lié à ta passion pour l'imaginaire une solide culture scientifique. Eh ben, j'aime autant, hein, si tu cherches les particules, tant qu'à faire. Avec ce premier roman dans la lignée des grands récits contre-utopiques, tel 1984 de George Orwell, Matrix, des frères Wachowski, il signe un texte, tu signes un texte ambitieux qui conduira plus loin le lecteur dans sa réflexion sur le futur, mais aussi sur notre présent. Et tu diriges la collection Ouroboros. Ouroboros? Oui, chez Nemos. Je lis la phrase en exergue. Son œil noir était comme un gouffre insondable, s'abîmant quelque part dans le processeur. Oh, l'œil était dans la tombe. Cela dit, je me souvenais de mes 3 compagnons diagnostiqués séropositifs par le passé et de leurs impressionnantes crises de douleur. Mais je me rappelais aussi que la cause de leur contamination était toujours restée un mystère et que seul le verdict du processeur avait condamné mes collègues. Entre agonie et suicide, ils avaient opté, après discussion avec le processeur, pour le suicide. Les sacrifices des condamnés n'étaient jamais filmés par respect pour les malheureux et les corps n'étaient jamais restitués aux familles pour recyclage, virus oblige. Je ne suis pas du genre à croire aux prémonitions, mais mon rêve, mon cauchemar plutôt, me revenait en mémoire et jetait un éclairage nouveau sur mes hypothèses. J'avais vu un autre monde derrière l'iris rouge du sas de quarantaine et je me demandais, qu'était-il advenu de mes compagnons si, comme je le pensais maintenant, ils n'avaient jamais été atteints par le virus? Bon, vous avez tenu jusque-là, donc... Un, 2, 3. Yos pour Planète Aloé.
Alors, vous n'êtes pas sans savoir que le Verlanger est un virus également et qu'il se transmet par contact corporel. Je demande donc à Sylvie Denis de venir... Miller, pardon. Faut pas... Excuse-moi, de nous rejoindre afin que Vincent Gessler, notre ancien lauréat, passe la main, ou le bisou, le bisou. Le bisou. Avant que Sylvie nous fasse part de sa joie, Vincent, fidèle au poste, va donc vous lire un extrait de Planète Aloé. Ne me regarde pas comme ça, ils vont croire que je t'ai battu. J'avais pas signé pour ça. Ah, oui, c'est vrai. Mais je fait avec plaisir. Mais Yos, dans ton Cuba natal, Yos, écoute-moi. Prépare-toi. L'année prochaine, ce sera ton tour. On lui fera embrasser Gérard Klein. Approchez, approchez. Mais seulement si vous êtes xénoïde. Nous n'acceptons pas les humains. Une opportunité commerciale unique. Une offre qui ne se refuse pas. Une planète à louer. Une planète entière, avec ses mers et ses montagnes, ses glaciers, ses déserts, ses plaines et ses forêts. Une planète avec ses climats, sa faune, sa flore, ses minéraux et sa lune. Et bien mieux, avec toute sa population intelligente. Une véritable aubaine. Une planète à louer avec son histoire, ses monuments et ses merveilles. Avec ses œuvres d'art et sa fierté, ses rêves et sa foi dans le futur. Une planète à louer au meilleur enchérisseur, pour un temps indéfini, sans conditions, sans restrictions, sans scrupules. Une planète à louer entière ou par morceaux. Investisseurs d'Aldébaran ou de Rigel, touristes de Séti ou de Proxima du Centaure, gros capitalistes ou petits actionnaires, ne laissez pas passer cette occasion. Une planète à louer qui s'est perdue sur la voie du développement, qui se trouve au point où toutes les médailles ont été décernées et où il ne reste plus que le lot de la consolation de la survie. Une planète à louer qui a appris le jeu de l'économie avec certaines règles, mais qui, lorsqu'elle les a mondialisées, s'est rendu compte que celle-ci avait changé. Une planète à louer par plaisir ou par haine, comme une vieille prostituée s'offrant au premier venu pour quelques heures contre une poignée de crédit. Une planète à louer dont les habitants ont cessé de croire au futur, quel qu'il soit, et qui s'accrochent à l'orgueil de leur passé pour affronter au quotidien difficile et plein de xénoïdes. Une planète à louer pour vous, fils innocents d'une espèce et d'une culture victorieuse. Pour vous, étrangers venus d'un système solaire autre. Pour vous, privilégiés nés sous la lumière de notre étoile. Une planète à louer. Très bon marché. Ne laissez pas passer cette occasion. Signez dès à présent votre bail, mais attention. Lisez bien les petites mentions en caractères, petits caractères, qui figurent au pied du contrat. Vous qui croyez avoir loué une planète, vous réaliserez peut-être plus tard que vous l'avez achetée pour l'éternité. Et qu'au lieu d'avoir dépensé pour la payer des crédits durement gagnés sous les rayons d'un autre soleil, vous y aurez laissé votre âme. Cela ne vous gêne pas? Alors approchez, nous vous attendons et prévenez vos amis tout de suite. Nous avons une planète à louer. Nous cédons la parole à Sylvie. Ça fait drôle d'entendre ces mots prononcés alors qu'il y a encore pas si longtemps j'étais en train de les traduire. Donc je suis venue donc représenter Yos qui m'a demandé de venir recevoir le prix à sa place puisqu'il est à Cuba et qu'il n'a pas pu se déplacer. Je suis absolument ravie pour lui et ravie que ce roman ait remporté ce prix parce que c'est un livre, lorsque je l'ai lu donc en espagnol, lorsque Yos me l'a donné, j'ai pris une claque. Et je me suis dit, il faut absolument qu'il soit publié en France. Et je me suis battue, j'ai proposé, et évidemment, j'étais ravie que Nemos accepte de le publier. Et de tout le travail d'édition et de traduction, ça a été une superbe aventure. Donc vraiment pour ça, je suis très contente. Je suis aussi très contente pour Yos parce que c'est quelqu'un que j'estime beaucoup. On est devenus amis au fil du temps. Et c'est quelqu'un qui fait des choses extrêmement intéressantes et qui a, à mon avis, beaucoup à apporter à la science-fiction.
Et enfin, parce que ce roman, ce que j'ai vraiment aimé dedans, c'est que on le lit toujours, il y a un double niveau de lecture qui est absolument extraordinaire. Il y a le niveau science-fiction sur lequel on a une histoire de SF qui tient tout à fait la route et qui est intéressante, un peu classique, mais c'est la science-fiction classique que Yoss aime. Et puis quand on creuse derrière, il y a tout de suite le deuxième degré qui apparaît. Finalement, cette planète allouée, c'est Cuba, qui est laissée en pâture aux étrangers, aux touristes qui viennent, qui font la loi, et puis les Cubains essayent de survivre comme ils peuvent. Yoss m'a demandé de vous lire un petit message pour vous exprimer sa joie. Donc je vais bien évidemment le faire. Donc je tiens à remercier tout d'abord les membres du jury qui se sont aimablement laissés séduire par une traduction française bien supérieure au texte original en espagnol cubain. C'est lui qui le dit. Bon, là non, le texte est bon, Et ont montré leur sollicitude envers la dure problématique d'un peuple qui cherche à ne pas mourir plutôt qu'à survivre. Ensuite, bien sûr, je remercie mon éditrice, Charlotte Volper de Mnemos, pour la confiance qu'elle m'a témoignée, et ma traductrice et fée marraine, Sylvie Miller, d'Amnet, il a révélé ma double identité, qui mérite ce prix autant, sinon plus que moi. Et surtout, je veux remercier le lectorat français qui, sans chauvinisme et avec largeur d'esprit, démontre qu'il n'y a pas plusieurs science-fiction séparées, européennes, anglo-saxonnes, latines, mais un seul territoire mondial de l'imaginaire que nous tentons humblement, créateurs comme lecteurs, de développer. Merci. Le plus dur est fait, maintenant on danse. Non. Maintenant on va boire au Salon Atlantique et je vous invite à nous y rejoindre. Merci.